400 000 morts en 10 ans. 2,5 millions de cas de choléra, soit la plus grande épidémie de choléra de l'histoire moderne. 2 millions d'enfants qui ne vont plus à l'école. Je vais parler d'une guerre actuelle dont personne ne parle. Pas parce qu'elle est terminée, elle ne l'est pas. C'est l'une des pires tragédies du XXIe siècle. En 2018, un bus scolaire transportait 40 enfants entre 6 et 11 ans dans le nord du Yémen. Ils rentraient d'une sortie scolaire. Une bombe les a frappés sur la route. Les 40 sont morts. La bombe était américaine, fabriquée par Lockheed Martin, vendue légalement par les États-Unis à l'Arabie Saoudite. Personne n'a été jugé, personne n'a été sanctionné. Les ventes d'armes ont continué. La même année, une photographe de l'Associated Press entre dans un camp de déplacés. Elle photographie une petite fille de 7 ans qui s'appelle Amal. Elle a 7 ans et elle pèse 7 kilos, le poids d'un nourrisson. Quelques semaines plus tard, Amal décède. Pas d'une bombe, mais de faim. Dans un pays dont les ports étaient bloqués délibérément par une coalition que l'Occident finançait. Son prénom en arabe signifie espoir. Ce pays s'appelle le Yémen, et ce que tu viens d'entendre, c'est juste le début. Pour comprendre pourquoi autant de grandes puissances aujourd'hui s'intéressent à ce pays, il faut comprendre sa carte, sa géographie. Le Yémen est à la pointe sud de la péninsule arabique. Au nord, on a l'Arabie Saoudite, immense et riche. Et à l'est, on a Oman, un pays pétrolier qui est stable et discret. À l'ouest, le long de ces côtes, il y a une réalité géographique qui change absolument tout. Le détroit de Bab el-Mandeb. 30 km de large, c'est tout. Et par ces 30 km passe chaque jour 10% du commerce maritime mondial. Des pétroliers, des porte-conteneurs, du gaz naturel, tout ce qui relie l'Asie à l'Europe. Le pétrole du Golfe vers les marchés mondiaux. Ce petit pays, l'un des plus pauvres du monde arabe, est assis sur l'une des artères les plus vitales de l'économie mondiale. Et ça, tout le monde le sait depuis très longtemps. C'est une des raisons pour lesquelles le Yémen n'a jamais été laissé tranquille par ses voisins, ni les grandes puissances. Mais la géographie seule ne suffit pas à expliquer la situation du Yémen aujourd'hui. Pour ça, il faut comprendre sa structure interne et pourquoi elle portait les germes de l'effondrement depuis le début. Le Yémen a une histoire de civilisation millénaire, mais dans son histoire récente, il n'a presque jamais été un État unifié. Au XXe siècle, le Yémen se retrouve divisé en deux pays distincts. Au nord, la République arabe du Yémen, laïque et républicaine. Au sud, quelque chose d'assez extraordinaire pour la péninsule arabique, la République démocratique populaire du Yémen, qui est marxiste et alignée sur Moscou. C'est l'unique État communiste de toute la région. En 1990, ces deux pays se réunifient. Deux économies complètement différentes, deux armées distinctes, deux idéologies complètement opposées et deux histoires séparées, qui fusionnent sous l'influence d'un homme qui va dominer la politique yéménite pendant plus de 3 décennies. Dès le départ, ça commence très mal. Le sud se sent dominé et ses ressources pétrolières partent vers le nord. Les tribus du nord, eux, ont l'impression que le gouvernement central les ignore. Et dans les montagnes reculées du nord-ouest, dans une région appelée Saada, une communauté zaïdi, une branche du chiisme, se sent complètement ignorée par l'État et par une vague d'influence venant d'Arabie Saoudite et le sunnisme qui est un sunnisme wahhabite. On va voir ensuite, il y a la branche des Houthis, les Houthis qui sont zaïdites, qui sont issus du chiisme, et justement l'Arabie Saoudite qui dit wahhabisme, c'est une branche du sunnisme. Donc sunnisme et chiisme, vous voyez que c'est deux branches opposées et dites-moi dans les commentaires si vous voulez savoir c'est quoi les différences, comment ces courants ils ont divergé et pourquoi aujourd'hui il y a des pays plus sunnites, chiites et pourquoi il y a des tensions assez importantes entre ces deux courants-là. Ce Yémen réunifié n'est pas vraiment un pays qui fonctionne, c'est un pays qui survit. Et pour le tenir ensemble, il nous faut un homme avec un talent particulier. Cet homme s'appelle Ali Abdallah Saleh. Il prend le pouvoir au nord du Yémen en 1978 et devient le premier président du Yémen réunifié en 1990. Il gouvernera pendant 33 ans et il avait une phrase simple pour expliquer comment sa politique fonctionnait. Gouverner le Yémen, c'est danser sur les têtes des serpents. Il jouait les tribus les unes contre les autres, achetait les loyautés avec l'argent du pétrole, distribuait des postes dans l'armée aux chefs de tribus qui s'agitaient trop.
ils coopéraient avec Al-Qaïda sur certaines parties du territoire, tout en prenant l'argent américain pour lutter contre Al-Qaïda ailleurs. Et là, il faut qu'on parle d'un biais important qu'on a tendance à avoir sur ce type de personnages. On les voit souvent comme des monstres sanguinaires, des dictateurs sans mépris, mais attention, il faut aller chercher un petit peu plus loin que cela. Les États-Unis lui versaient des centaines de millions de dollars par an au nom de la lutte antiterroriste sans poser de questions. L'Arabie Saoudite finançait des factions rivales pour garder le Yémen faible et fragmenté. Un voisin ingouvernable est plus rassurant qu'un voisin fort. L'Europe, elle achetait son pétrole et regardait ailleurs les problèmes dans le pays. Tout le monde trouvait son compte dans cette instabilité contrôlée pendant que la population yéménite payait le prix de cette stabilité artificielle. Son système était profondément corrompu, profondément injuste, mais il tenait. Mais paradoxalement, comme chez certains autres dictateurs dans les pays voisins, c'est l'effondrement de Saleh qui va mener à la catastrophe. Pendant que Saleh consolide son pouvoir dans les années 90, dans les montagnes du nord du Yémen, vers la région de Saada, un mouvement se propage. Un homme qui s'appelle Hussein Badreddine Al-Houthi lance un mouvement culturel et religieux. Les gens qui le suivent sont zaïdites. On l'a vu, c'est une branche de l'islam chiite, mais qui existe depuis plus de 1000 ans. C'est une des premières branches qui a eu lieu, et ces gens qui sont zaïdites le sont depuis plus de 1000 ans. Ils ont toujours été dans les montagnes du nord du Yémen, et ils n'ont presque jamais bougé. Et là, il faut qu'on soit clair. Il y a plein de gens qui vont au fur et à mesure simplifier cette histoire en termes d'intérêt géopolitique, mais on va voir que les Houthis n'ont jamais été créés par l'Iran. Ils ne sont pas nés d'un plan de Téhéran parce que ça a potentiellement été créé cette idée par l'Arabie Saoudite, mais les Houthis ils existaient avant qu'il y ait cette alliance avec le régime iranien. Vous savez que ce sont des fidèles alliés aujourd'hui. La réalité, c'est que Hussein Al-Houthi va lancer un mouvement de renaissance culturelle. Il veut résister à l'influence wahhabite saoudienne qui pénètre dans la région, protéger une identité zaïdi millénaire, comme on l'a vu, que les pétrodollars saoudiens sont en train d'éroder. Ce n'est pas une révolution armée, il n'y a pas de djihad contre l'Occident, c'est un réveil identitaire dans des montagnes que Sanaa a toujours ignoré. Mais en 2004, Saleh décide d'en finir. Il envoie l'armée dans les montagnes de Saada et Hussein Al-Houthi est tué. Et là, se produit quelque chose que Saleh n'avait pas anticipé. Il pensait que la mort d'Hussein Al-Houthi allait tuer le mouvement, mais il se passe exactement le contraire. C'est que ça va profiter aux Houthis pour en faire un martyr et tout simplement pour le venger et pour renforcer ce mouvement. Ce qui était une guerre locale commence maintenant à attirer l'attention de l'Iran qui y voit une énorme opportunité contre son ennemi, l'Arabie Saoudite sunnite et l'Iran qui est chiite. De 2004 à 2010, il va y avoir 6 guerres. 6 fois, l'armée de Saleh s'enfonce dans les montagnes de Saada pour écraser les Houthis. 6 fois, elle en ressort sans aucune victoire décisive. Et à chaque conflit, en plus de ça, quelque chose de paradoxal se produit. Plus il y a de guerres, plus les Houthis se renforcent, plus la population aussi commence à être derrière eux. La raison de cette popularité croissante est simple à comprendre. Face à un gouvernement central qui ne construit pas d'hôpitaux dans leur région, pas d'écoles, pas de routes, qui ne les représente pas depuis des décennies et qui envoie maintenant des bombes, les Houthis incarnent quelque chose de concret. Une identité, une résistance, une dignité. Et c'est pendant ces années de guerre que l'Iran commence à s'intéresser sérieusement aux Houthis. Pas l'inverse. Téhéran n'a pas créé ce mouvement. Il y a vu un mouvement existant qui combattait déjà l'Arabie Saoudite par procuration sur le flanc yéménite. Et il a commencé à l'alimenter. Cette distinction est fondamentale pour comprendre la suite. En 2011, le monde arabe tremble. La Tunisie, l'Égypte, la Libye, la Syrie. Le monde arabe entre en ébullition. Et le Yémen aussi. Des centaines de milliers de Yéménites descendent dans les rues de Sanaa. Et en mars 2011, des tireurs embusqués tirent sur la foule. Il y aura 52 morts ce jour-ci. L'événement est tellement brutal que même ses propres généraux abandonnent Saleh. Sous pression internationale, principalement saoudienne et américaine, il signe un accord de transition et cède le pouvoir à son vice-président, Abrado Mansour Hadi.
Et là, les grandes puissances font une erreur classique qu'on retrouve dans toutes les interventions dans la région. Elles gèrent la transition de l'extérieur avec leur propre intérêt en tête, sans se soucier bien sûr des dynamiques et des intérêts locaux. Elles organisent une élection avec un seul candidat, Hadi, pour que ce soit simple et rapide et contrôlable. Saleh, lui, n'est pas vraiment parti. Il va garder ses réseaux, ses généraux dans l'armée et il attend. Et dans le nord, les Houthis qui ont survécu à 6 guerres étendent progressivement leur territoire, profitant du chaos de la transition pour avancer. En 2014, Hadi est au pouvoir, mais son pouvoir est fragile. Il n'a jamais vraiment eu de base populaire propre. Il a été installé de l'extérieur dans un pays qu'il peine à gouverner. Et dans ce contexte, 2 ennemis de l'extérieur vont faire un calcul qui va vraiment tout changer. Saleh, l'ancien président qui attend maintenant depuis 3 ans, pense qu'il peut utiliser les Houthis, son ennemi de toujours, pour revenir au pouvoir. Les Houthis, eux, pensent utiliser les réseaux de Saleh, ses généraux, ses loyautés dans l'armée, pour s'ouvrir les portes de Sanaa pour se battre rue par rue. En septembre 2014, les Houthis rentrent dans Sanaa, sans quasi aucune résistance sérieuse. Des soldats loyaux à Saleh ouvrent les routes et baissent les armes. La capitale tombe en quelques jours. Hadi s'enfuit, d'abord dans le sud du pays, puis à Riyad en Arabie Saoudite. Et de Riyad, il lance un appel au secours à son voisin saoudien. Un appel qui va déclencher quelque chose de bien plus grand et de bien plus destructeur que quiconque ne l'anticipait. Nous sommes en mars 2015, à Riyad. Un homme de 29 ans vient d'être nommé ministre de la Défense par son père, le roi Salman, Mohammed Ben Salman, dit MBS. Et il prend sa première grande décision géopolitique. Officiellement, l'objectif, c'est de restaurer le gouvernement légitime de Hadi. Mais pour vraiment comprendre cette décision, il faut parler d'un biais géopolitique fondamental qui va structurer toute cette guerre. On va bien sûr parler du prisme entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Pour Riyad, tout ce qui se passe au Moyen-Orient est lu à travers le prisme de sa rivalité avec l'Iran. Les Houthis sont zaïdites, donc chiites. Donc c'est forcément des agents privés de l'Iran selon l'Arabie Saoudite. C'est une lecture aussi simple que inexacte. On vient de voir que les Houthis, ils avaient des intérêts locaux bien avant que l'Iran ne les soutienne sérieusement. Mais cette lecture, elle va justifier une intervention militaire massive contre ce qui était à l'origine seulement un conflit interne yéménite sur fond de délitement de l'État. La coalition va se former rapidement. 9 pays avec un soutien logistique de la part de la Grande-Bretagne et des États-Unis. Le 26 mars 2015, les premières bombes tombent sur le Yémen. MBS avait promis une guerre de quelques semaines et 10 ans plus tard, les Houthis contrôlent toujours la capitale. La guerre la plus coûteuse de l'histoire saoudienne, estimée à 6 milliards de dollars par mois à son pic, n'a rien réglé. Et au contraire, elle a tout détruit. L'organisation ACLED a documenté plus de 25 000 frappes aériennes de la coalition entre 2015 et 2022. Un tiers de ces frappes ont visé des cibles non militaires, des hôpitaux, des marchés, des ponts, des systèmes d'irrigation, des réseaux d'eau potable, etc., etc. Est-ce qu'on peut se dire que c'est des erreurs de visée ? Oui, pour certaines, mais attention, pas toutes, loin de là. Si tu détruis ce qui permet aux habitants de survivre, c'est-à-dire de boire et de manger, tu affames, tu démoralises, tu forces la reddition. C'est une stratégie qui est aussi vieille que la guerre. Avant la guerre, le Yémen importait 90% de sa nourriture. Tout ou presque arrivait par bateau, principalement sur le port d'Hodeidah sur la mer Rouge. C'était le poumon économique du pays par lequel transitaient les médicaments, bien sûr la nourriture et bien d'autres denrées qui étaient nécessaires à tous les habitants. La coalition va instaurer un blocus dès 2015 pour, sur le papier, empêcher les régimes externes d'envoyer des armes au Yémen. Et en novembre 2017, après une attaque Houthi sur le territoire saoudien, elle ferme complètement tous les ports yéménites et tous les aéroports. L'ONU réagit en disant que si ça dure, des millions de personnes vont mourir de faim. Le blocus est partiellement levé sous pression internationale, mais les restrictions continuent. Les navires attendent des jours avant d'arriver
il y a des retards massifs de livraison et une grosse partie de la nourriture ne va jamais être acheminée. Le pire, ce sont dans les camps des déplacés. Les enfants n'attendent pas les négociations diplomatiques, comme on l'a vu en introduction avec Amal qui pesait 7 kilos et avait 7 ans et morte de faim malheureusement. Ce ne sera pas la seule car des dizaines de milliers d'enfants vont suivre la même horreur et beaucoup d'enfants vont malheureusement ne pas survivre à cette affamie. En décembre 2017, l'alliance contre nature de Saleh et les Houthis va enfin exploser. Saleh, voyant que la guerre tourne au désastre pour les Houthis, fait un nouveau calcul et annonce publiquement qu'il est prêt à négocier avec la coalition saoudienne. Pour les Houthis, c'est la trahison de trop. Des combats éclatent dans les rues de la capitale. Saleh avait tenté de fuir dans une voiture banale, habillé simplement en direction du sud, mais il sera intercepté sur une route aux abords de la ville et il sera exécuté. L'homme qui avait dansé sur la tête des serpents pendant 33 ans a finalement été dévoré par les serpents qu'il avait lui-même nourris. Sa mort change quelque chose d'important dans la dynamique de la guerre. Les Houthis n'ont plus d'alliés encombrants avec qui négocier et surtout ils sont maîtres de faire ce qu'ils veulent maintenant. Ils n'ont pas à négocier avec quelqu'un qui leur dirait quoi faire. Ils vont démontrer dans les années qui suivent des capacités militaires que personne n'anticipait vraiment. Le 14 septembre 2019, à 4h du matin, en Arabie Saoudite, à Abqaiq, le site de traitement pétrolier le plus important du monde. Il traite à lui seul 7% du pétrole mondial. 19 drones et missiles de croisière vont arriver en formation cette nuit-là. Précis, coordonné et dévastateur. En quelques minutes, la moitié de la production pétrolière saoudienne est arrêtée. Le monde va se réveiller abasourdi et le matin même, les prix du pétrole bondissent à la hausse. Et là, le monde va réaliser quelque chose qu'il n'avait jamais anticipé encore réellement. C'est que les Houthis, ce petit groupe des montagnes du nord du Yémen, sont capables de paralyser l'économie mondiale entière. La coalition saoudienne, avec ses avions américains, ses chars, ses systèmes antimissiles, patriotes à plusieurs milliards de dollars, n'ont pas pu arrêter quelques drones qui coûtaient des milliers de dollars maximum. Ça vous rappelle peut-être quelques guerres des derniers temps, mais ça a commencé avec les Houthis. 10 ans de bombardement avec le meilleur équipement américain n'ont pas vaincu des combattants qui connaissaient chaque ravin de leur territoire, qui ont appris à faire énormément avec presque rien et dont la motivation de survie a transformé une guerre d'attrition en avantage stratégique. En octobre 2023, la guerre éclate à Gaza et les Houthis, alliés principaux du Hamas, vont déclarer quelque chose qui va bouleverser l'économie encore une fois entière. Ils vont bloquer chaque navire qui passe par le fameux détroit de Bab el-Mandeb. Des dizaines de navires touchés, des équipages pris en otage. Les plus grandes compagnies maritimes mondiales arrêtent de passer par la mer Rouge et font le tour de l'Afrique en passant par le cap de Bonne-Espérance. 10 000 km supplémentaires, 2 semaines de détails en plus, des dizaines de milliers de dollars de surcoût par voyage et surtout des milliards de dollars de perturbations cumulées. Les États-Unis et le Royaume-Uni lancent des frappes contre les Houthis pour leur empêcher de continuer à déstabiliser ce détroit tellement important. Les attaques sur les navires continuent aussi, parce qu'on en revient exactement au même problème. Des missiles de haute technologie sont incapables d'anéantir plein de milices qui sont dispersées sur tout le territoire et cachées un peu partout. Il y a une ironie dans tout ce qu'on doit nommer, c'est que les pays qui ont vendu les armes pour cette guerre, qui ont soutenu le blocus qui a affamé des millions de Yéménites, qui ont regardé ailleurs pendant 10 ans, payent maintenant le prix dans leur commerce et leur sécurité maritime. Maintenant, on va bien sûr parler de l'Iran. Ce n'est pas elle qui a créé le mouvement des Houthis, mais elle a une grande importance dans le conflit actuel. L'Iran soutient les Houthis. Des armes, des composants de missiles, des drones, des formations militaires. Des saisies par la marine américaine ont retrouvé des armes iraniennes destinées au Yémen. Mais il y a un biais narratif que les médias occidentaux aiment bien exposer. C'est que si l'Iran arrêtait de financer la guerre au Yémen et d'aider les Houthis, la guerre s'arrêterait net. Mais c'est complètement faux. On vient de voir que les Houthis existaient, combattaient et avaient une vraie base populaire bien avant que l'Iran ne s'implique sérieusement. L'Iran a profité d'un mouvement existant mais ne l'a pas créé. Pour Téhéran, le Yémen est un allié très efficace.
car il permet de saigner l'Arabie Saoudite à sa frontière, de démontrer la portée de son réseau de proxys régionaux et de tenir en otage le détroit de Bab el-Mandeb. Tout ça sans envoyer un seul soldat iranien au front. C'est peu coûteux pour l'Iran, mais dévastateur pour le Yémen. Rappelons ce qu'est le Yémen en 2025. Au nord et à l'ouest, les Houthis contrôlent Sanaa, Hodeidah et les zones les plus peuplées. Environ 70% de la population vit sous leur autorité. Au sud, le Conseil de transition du Sud, soutenu par les Émirats arabes unis, qui veut que le Sud redevienne un pays indépendant comme avant 1990. Et là, on va toucher à quelque chose de révélateur sur les vrais enjeux de cette guerre. L'Arabie Saoudite et les Émirats arabes unis sont officiellement alliés, mais ils ne soutiennent pas le même parti et c'est la même chose au Soudan. Il y a des tensions entre ces deux pays et dites-moi dans les commentaires si vous voulez une vidéo sur les tensions entre les Émirats arabes unis et l'Arabie Saoudite qui ne sont pas d'accord sur plein de choses. Riyad veut un Yémen unifié sous son influence et Abu Dhabi veut un Yémen divisé avec un sud indépendant qu'il pourrait contrôler, notamment les ports stratégiques sur le golfe d'Aden. Deux pays qui combattent la même guerre mais avec des objectifs contradictoires. Voilà ce que 10 ans de cette guerre ont produit concrètement sur le terrain. 2,5 millions de cas de choléra, la plus grande épidémie de choléra de l'histoire moderne. Il y a aussi 2 millions d'enfants qui sont hors de l'école. Des écoles bombardées, des enseignants qui ne sont plus payés depuis des années, des familles qui ont besoin que leurs enfants travaillent pour pouvoir s'assurer de la nourriture à la fin de la journée. Ces enfants qui n'ont connu que la guerre, que la faim, ce sont eux qui vont potentiellement devoir reconstruire le Yémen dans 10 ans et dans 20 ans. Ils n'ont connu que des situations dramatiques. Une génération entière privée d'éducation qui est traumatisée et sans perspective d'avenir visible en dehors des groupes armés. Ce n'est pas seulement une tragédie humanitaire, c'est une bombe à retardement dont les effets vont se faire sentir pendant des décennies. Sanaa, avant la guerre, était l'une des plus belles villes du monde arabe. Ces maisons, tours millénaires inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO, ces minarets, ces marchés millénaires. Aujourd'hui, des quartiers entiers sont des ruines. Des familles vivent dans les décombres. Des enfants jouent dans les bâtiments éventrés. Le Yémen en 2025, pas de paix, un cessez-le-feu précaire régulièrement violé, des négociations qui n'aboutissent pas, un peuple de 33 millions de personnes qui attend, qui survit, qui enterre ses morts. 400 000 morts, 2,5 millions de cas de choléra, 2 millions d'enfants hors de l'école et 17 millions qui ne savent pas s'ils mangeront demain. Et les armes continuent de circuler. Les contrats continuent d'être signés. Le monde continue de regarder ailleurs. Souviens-toi d'Amal Hussein, 7 ans, 7 kilos, morte de faim dans un pays dont les ports étaient bloqués délibérément.